Papa Christophe Kisoloke, nous vous saluons. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes. Christophe Kisolokele, petit-fils de Simon Kimbangu, fils de Charles Kisolokele, chef spirituel adjoint de l'église, kimbanguiste dans le monde, analyse l'actualité de la République démocratique du Congo. Kombo ya mama Simon Kimbangu, kombo ya koko. Ngai na fukamaki mpona koleba ina bino, posa na likamona te. C'est parce que vous êtes d'abord oyo kelaka pango. Diffusion ce 5 novembre à 15h, Dallas, 22h Paris, 21h Kinshasa. Et nous pensons que c'est ça l'héritage, cette éducation-là qui constitue la base de notre héritage. Actualité, Congo central, malaise, kimbanguiste, réconciliation, gouvernance sécurité, jeunesse, dialogue politique, minerais stratégique, accord RDC-Rwanda, diaspora. Si on s'entend, il n'y a plus de conflit. Christophe Kisolokele sur Wanjila Connect. Abonnez-vous. Si nous étions en connexion avec Kinshasa, où nous avons reçu pour vous Papa Christophe Kisolokele. Wanjila Connect, connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion avec Kinshasa. Politique, analyse sociale, médiation, économie, c'est nos échanges à travers ce programme depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion avec Kinshasa. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Papa Christophe Kisolokele. Papa Christophe Kisolokele est le fils de Papa Charles Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Il est analyste socio-économique et avec lui, nous allons échanger au cours de ce programme en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique. Sans plus attendre, nous allons saluer notre participant depuis Kinshasa. Papa Christophe Kisolokele, nous vous saluons. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes. Je vous salue aussi. Charité bien ordonnée, nous allons commencer par le Congo central. Nous avons dernièrement assisté à des bagarres au sein des élus provinciaux. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe au Congo central? Or, nous avons constaté que sous le mandat de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, le Congo central ainsi que ses filles et ses fils nés Congo ont été abondamment bénis. Vous avez la première ministre Judith Suminwa qui est du Congo central. Vous avez le gouverneur de la Banque centrale André Ouamesso. Vous avez des hommes et des femmes et jusqu'à avoir la ministre de la Jeunesse, la fille du pasteur Coutinho Fernando qui est du Congo central. Je pense que il y a un climat qui arrive par maturation. Ça veut dire que nous sommes passés par des périodes, nous avons vécu des moments, des bagarres, mais pas évidemment pas physiques, mais politiques, psychologiques. Il y a eu tout ça, mais tout ça arrive à maturation et aujourd'hui c'est juste une explosion en fait. C'est que tout ce qu'on a eu emmagasiné ressort, mais sous une forme brutale. C'est pourquoi nous avons vu que il y a ce climat délétère dans notre belle province du Congo. Je pense que c'est vraiment parce que beaucoup de choses on l'a laissé, on a entretenu beaucoup d'incompréhension et il y avait beaucoup de non-dits et tout ça, ça n'a pas créé un climat serein. Et là, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus, d'un long processus. Pourquoi je parle de maturation? C'est arrivé à maturation, c'est pourquoi ça prend cette forme assez violente. Au Congo central, on savait qu'il y avait l'arbre à palabres, mais cette nouvelle génération qui vient d'arriver, on sent qu'il y a rupture. Les symboles ou l'héritage des Né Congo, de fois on se pose la question, est-ce qu'on est réellement dans la province du Congo central? Bon, il faut dire que il y a eu quand même une vague d'acteurs politiques
qui sont venus directement de Kinshasa ou de l'Europe, de la diaspora, et effectivement, qui sont déconnectés de certaines réalités du terrain. Et malheureusement, c'est vrai que ça a créé, ça a enlevé un peu le côté culture, de respect, de d'échange, de discussion, d'accompagnement par les sages et tout. Ça a enlevé cet aspect-là. Effectivement, je pense que c'est vraiment le produit de l'immigration aussi. Où les gens ont migré, ils sont partis de Kinshasa pour aller faire lancer des carrières politiques au niveau du Congo central. Il y en a même qui sont venus de la diaspora et qui se sont lancés aussi en politique. Et l'approche n'est pas pareille par rapport à la vieille garde, à la vieille. C'est un peu ça aussi, je pense, qui provoque ça. Papa Simon Kimbangu a laissé un grand héritage qui va au-delà des membres de sa famille. Qu'en est-il de la réunification ou de l'entente entre les deux pôles du kimbanisme, dont les membres de sa famille? Et selon certaines indiscrétions, on pointerait surtout vous, les intellectuels de la famille, les diasporas de la famille, qui seraient la base. Vous exigerez trop. Je ne suis pas d'accord avec cette assertion-là, parce que simplement, nous savons ce que les parents, les pères fondateurs ont voulu, hein, ce qu'ils attendaient, que ce soit de la famille, que ce soit de l'Église. On n'est pas étranger à ça, on a été formaté, préparé par rapport à ce message-là. Et ce message-là ne tient pas compte on tient pas compte de la diaspora, parce que la réalité, c'est que quand on parle de diaspora au sein de l'Église, enfin au sein de la famille, ça veut dire que nous sommes en train parfois de parler des personnes qui sont parties et qui sont revenues. C'est pas ça la vraie diaspora. Et puis on était ici pour autant, l'Église nous suit partout. Il y a l'Église en Europe, il y a l'Église en Amérique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas déconnecté des réalités de l'Église, ça n'a pas changé. Dans ce cas, moi je parlerai plutôt pas de mésentente par rapport à par rapport au changement voulu par les autres, mais je pense plutôt que c'est plutôt globalement qu'on regarde c'est vraiment c'était une guerre d'intérêt, c'est tout. C'est une guerre d'intérêt qui crée tout ça. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que on nous avait donné une méthodologie, on nous avait donné une façon de fonctionner. Ça nous a été légué par nos trois pères, papa qui se réclait, papa des Bourans, papa des Nguyen. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que chacun de vous est une église, parce que vous avez papa Simon Kimbangu en vous. Donc, chacun de vous, c'est une église. Mais si vous créez chacun une église, ces églises-là ne seront pas puissantes, ne seront pas aussi puissantes que si vous vous mettez ensemble. Donc, c'est de l'union que va sortir une église forte, beaucoup plus forte. Et nous savons ça, d'ailleurs, on a trop. C'est que le 26 août 2001, nous avons présenté à la Fête du Monde notre frère, Papa Simon, et nous l'avons, je peux dire, nous l'avons élu démocratiquement. Donc, ça veut dire que chacun de nous a donné un point de vue. Après un travail spirituel qui s'est fait, nous avons fait un choix et nous avons choisi Papa Simon. Si nous regardons les choses terre à terre, on pourrait dire que Papa Simon, c'est mon cousin, parce que lui, c'est un Dalunga, mais moi, je suis un Kisoloké. Donc, logiquement, je ne pouvais pas lui faire confiance ou lui confier mon avenir. Mais si on l'a fait, c'est parce que on nous a enseigné qu'on n'était pas des cousins, qu'on était des frères. Et on s'est regardé comme ça, c'est la plus grande marque de confiance qu'on a pu exprimer, c'est un puissant acte d'amour sincère, parce que nous n'avons pas tenu compte du fait que les Kisoloké étaient majoritaires. Donc, ils auraient pu choisir un Kisoloké, mais ils n'ont pas fait. Ils ont choisi un des Luana parce que, justement, ça correspondait à l'enseignement nous légué par les trois pères fondateurs.
Donc, dans ce cas spécifique de l'église, on peut pas parler de changement parce que quand on regarde la structuration de l'église d'aujourd'hui, c'est dans l'espace que nous gérons des choses 26 que les choses, le fonctionnement, les rituels est immuable. On n'a pas changé, on n'a pas modifié. Il est resté tel que les parents nous l'ont légué. Donc, on peut pas nous accuser d'emmener un vent de changement. Non, au contraire, bizarrement, nous qui avons peut-être eu l'occasion de vivre peut-être en Amérique, en dehors du pays, nous avons compris l'importance que l'Église ait des bases culturelles solides, que ces bases-là servent de route de lancement pour la conquête du monde. Évidemment, par rapport à la philosophie, par rapport aux enseignements de Papa Simon. Donc, je suis pas d'accord quand on dit que ceux qui sont venus de la diaspora sont venus changer quelque chose. Non, puisque la cause, c'est que l'espace que nous occupons est identique en termes de rituels, en termes de Et la bonne question, sans vous interrompre, papa Christophe, est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, les deux camps, pour pouvoir vous réunir? Nous l'avons toujours fait. On a dit qu'on fait des concessions, on veut bien. La preuve, combien de fois on a demandé qu'on parle avec nos frères. Et on était prêts. Nous sommes prêts à dire, nous sommes prêts à écouter. C'est parce que de toute façon, nous n'avons pas quitté l'église. Nous n'avons pas quitté, je parle même pas d'église, je parle des installations, de quelques installations de l'église. Nous n'avons pas quitté les installations de l'église, mais c'est bien l'église, en fait, l'église dans son petit format, donc l'assemblée qui nous a demandé de sortir de Donc, ça veut dire que mon team est bienvenu, par exemple, à Kamba. Pour l'instant, nos frères ne veulent pas qu'on vienne et la raison est toute simple. La raison est toute simple, c'est parce que si on va à Kamba, si on s'entend, on s'entend, il n'y a plus de conflit. S'il n'y a plus de conflit, il y en a qui jugent que par ce conflit-là. Alors, s'il n'y a plus de conflit, le problème est résolu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pain. Il n'y a plus un morceau de beefsteak à se partager. Donc, aujourd'hui, c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt que nous allions ensemble à la preuve. Le 29 juillet, on avait proposé cette date-là pour qu'on vienne encore rencontrer nos frères. Et les gens d'abord ont dit que ouais, ils vont venir ici, ils vont faire du désordre. Ils vont venir faire du désordre. On dit non, on vient pas faire du désordre. On vient rencontrer notre frère. On vient s'incliner devant les tombes de nos pères et de nos mères et de notre grand-père et de notre grand-mère. On vient s'incliner devant ces tombes-là. On rencontre aussi notre frère en famille. On arrange le problème et on a pensé que nous venons seuls. Donc, ça veut dire nous ne venons pas accompagnés par une délégation ou quoi que ce soit. On vient que nous, les petits-fils de Maurice Moukimban, qui étions présents à Kinshasa sur nous. Mais je pense que c'est de notoriété publique que nous avons été empêchés d'aller en Kamba. On a eu des menaces, il y a eu même il y a l'armée qui est intervenue pour mettre des barrières pour nous empêcher d'arriver en Kamba. On était qu'à 6, 7. On était qu'à 7. Chaque année, nous avons fait des démarches. Nous avons même sollicité que le chef de l'État s'implique, que le gouvernement s'implique pour qu'on puisse résoudre ce problème. C'est pas un problème. Il y a des gens qui disent que nous venons parce que nous discutons pour les postes où on veut que facilement souvent qu'il y en a mis se retire. C'est faux. On n'a jamais eu ces velléités-là. On a dit, Papa Simon, il est chef, il reste là. Nous, on veut juste rassembler la famille parce que la vraie force de Papa Simon, au-delà de l'église, la vraie force de Papa Simon, c'est la réunification de sa famille. Parlons dans notre sujet social, les cas de braquage dans la ville de Kinshasa.
cette résurgence de la criminalité, des braquages, cambriolages, est-ce le fait de l'extrême pauvreté ou bien il y a une autre explication? Quelle sonnette d'alarme pouvez-vous faire pour attirer l'attention des gouvernants? Évidemment, nous suivons cette situation avec beaucoup d'inquiétude parce que nous vivons là, nous vivons à Kinshasa, et en plus nous avons des gens qui vivent avec nous. Et ces gens-là se sentent dans l'insécurité par rapport au Kuluna, par rapport au braquage qui se font. Ces gens-là vivent dans l'insécurité. Donc, on veut dire que nous vivons cette situation dramatique et nous avons donné des pistes, renforcer les structures les chefs de rue, les chefs de quartier, les chefs de rue, les chefs de quartier, pour améliorer la sécurité. Et ces gens-là on les constitue en sorte de police locale. Et comme eux, ils sont du quartier, ils connaissent bien le quartier, ils connaissent les jeunes, ils connaissent tout le monde, on peut les utiliser pour qu'ils puissent remettre déjà de l'ordre dans les rues, dans les quartiers, dans les communes. Comme ça va crescendo toucher tout le reste. Moi, je pense que en remettant ce pouvoir-là dans les quartiers, peut-être que ça peut emmener, du moins pour le phénomène Kuluna, calmer un peu cette vague-là. Mais si c'est un problème social, si c'est un problème d'accompagnement des jeunes, donc il faut des solutions idoines. Donc, ça veut dire que la formation, on doit former, on doit créer des emplois pour utiliser tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je regarde nos jeunes qui sont sortis de Kanyama KCC. C'était des Kuluna, mais aujourd'hui, c'est des bâtisseurs. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc, si on met de l'accompagnement, que l'État s'implique pour encadrer nos jeunes, leur trouver du travail, des formations, les mettre en sevrage, parce que il y en a beaucoup qui se droguent déjà, et malheureusement, l'utilisation de ces drogues-là, c'est aussi un phénomène, c'est un fléau. Donc, essayer des mesures d'accompagnement peut aider à ce que nos jeunes de la rue soient réutilisés différemment. Nous avons des grands projets. Nous avons le Congo est en plein boom mobilier de développement, et tout ça, ça demande de la main-d'œuvre. Nous avons besoin de manger. Donc, les plantations du type Okangalonzo, industrielles, on peut utiliser ce gène-là comme on a eu l'expérience avec le service national, avec Kanyama KCC. Aujourd'hui, ces jeunes délinquants sont devenus les bâtisseurs. On peut multiplier ce modèle d'intégration pour toucher les populations. Beaucoup de populations, ça va atténuer l'effet Kuluna dans la ville de Kinshasa. Et pour les braquages, je pense que la police doit jouer un rôle, mettre les moyens pour la police, pour que le problème, ce n'est pas le fait de braquage. Le problème, c'est le phénomène s'amplifie parce qu'ils ont l'impression de réussir leur coup et ils recommencent. Il y a impunité. Et aujourd'hui, si la police fait son rôle et les cours et tribunaux punissent sévèrement ce type de comportement, peut-être qu'on verra que la courbe va devenir descendante. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolokele. Nous allons suivre cet élément dans le cadre du social. La première dame de la RDC, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est distinguée par sa contribution sur l'axe social en République démocratique du Congo. Nous allons suivre un résumé de son parcours par rapport à l'élément issu de sa fondation et nous revenons après. La première dame Denise Nyakeru, via sa fondation,
est un moteur d'action en République démocratique du Congo. Le programme Excellentia promeut l'excellence, finançant les meilleurs diplômés pour former l'élite de demain. Je suis Denise Nyakeru, la cadette d'une famille de 8 enfants. Je suis orpheline de père et de mère depuis l'âge de 9 mois. Mesdames et messieurs, jadis, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, Il y a 6 ans, une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. j'ai lancé un cri de cœur. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point. Un appel à réveiller les consciences. Musala koika mpiko. Un appel à se tenir debout. Ngai musala na ngai nakumisa maloba na bino epai ya tata mokonzi. Côté santé, son action se focalise sur la mère et l'enfant. La réhabilitation ainsi que la modernisation du centre de médecine mixte et d'anémie SS à Kinshasa marquent une avancée contre la drépanocytose, améliorant concrètement les conditions socio-sanitaires des drépanocytaires. Ensemble, nous avons dit non. Non à la honte. Non à l'injustice. Non à l'impunité. Je me tiens ici comme porte-voix et j'en mesure toute la portée. Nous avons plaidé, négocié, légiféré. On n'a pas encore eu une loi qui s'occupe de la réparation des victimes liées aux violences sexuelles en temps de conflit. Ce projet de loi est le bienvenu. Nous le savons tous, c'est l'initiative, n'est-ce pas, de la Première Dame. Qu'elle continue dans ce volet-là. Grâce au FONAREV, les victimes disposent d'un cadre, d'une voix, d'un espoir de réparation. Ambassadrice UNFPA, elle lutte contre les violences basées sur le genre, liées au conflit, et milite pour un fonds de réparation pour les victimes. Son mouvement Plus forte vise l'autonomisation et la pleine dignité des femmes congolaises. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolo-Kele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolo-Kele. Nous échangeons avec lui. La RDC est en plein processus par rapport à l'accord de Washington signé avec le Rwanda et par rapport à l'accord de Doha signé avec le AM23. En tant que membre de la société civile congolaise, quel est votre avis sur les avancées? Est-ce que ces accords donneront de gains positifs pour la République démocratique du Congo? Moi, je pense que nous devons avoir des jokers. Donc, ça veut dire envisager toutes les possibilités et voir, évidemment, si le dialogue peut aboutir, c'est bon. On est tous portés sur ça. Si les deux parties sont honnêtes dans cette démarche, normalement, c'est bien ça. Ça peut nous emmener quelque chose de bien, de positif dans cette recherche, dans cette quête de la paix. Mais, de l'autre côté, ça m'empêche que il faut penser, il faut réfléchir aux solutions. C'est des plans. On a un plan A, on a un plan B. Il faut même prévoir un plan C. Même un plan D, pourquoi pas. Pour garantir que, en bout de ligne, l'objectif s'érate. L'objectif qui est apporter une paix durable et une paix palpable qui va emmener le développement pour le peuple congolais. C'est vraiment essayer un peu de combiner tout ça pour obtenir quelque chose. Nous restons toujours dans le secteur des minerais rares. Vous le savez, le budget de la République démocratique du Congo est surtout constitué de l'exploitation minière. Comment voyez-vous l'exploitation de ce domaine qui est le domaine minier en République démocratique du Congo et par rapport à ces enjeux? Que doit faire la République démocratique du Congo pour plus profiter de ces richesses? Moi, je pense que nous partons d'un principe. Nous avons déjà un taux d'exploitation minière
ce qu'on appelle la redevance minière, qui a un taux qui est fixé. Déjà, avec ça, si on respecte les 10% qu'on s'était fixé, c'est déjà une grosse manne financière. C'est la première étape. Faut respecter ça, être, essayer de ne pas utiliser les deniers publics pour d'autres champs que de devenir, que d'augmenter comment dire, la vie, le social des Congolais. Il faut que ça soit utilisé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous devons remarquer que on a beau avoir des gros revenus, beaucoup de revenus, beaucoup d'acquisitions, on peut avoir beaucoup de revenus, mais si cet argent-là est mal utilisé, ça ne profite pas au peuple, le problème reste. Donc, il faut aussi qu'il y ait des hommes, un travail sur les hommes, ceux qui gèrent, pour qu'ils puissent rendre au peuple c'est que le pays produit. Ça, c'est une première phase déjà. En termes d'hommes, en termes de l'équité de fonctionnement, il faut qu'il y ait des gens intègres et honnêtes qui viennent travailler pour le bien-être de la population et pour le développement de l'entreprise. Et le deuxième point, on ne peut pas continuer à être dépendant de la transformation à l'extérieur. Il faut, à un moment donné, il faut qu'on commence à poser, qu'on mette l'industrie de transformation locale, ne fût-ce que la première transformation. Parce que dès qu'on met la première transformation, évidemment, le prix augmente en sachant, c'est exponentiel. Donc, autant, il faut transformer, il faut faire les premières transformations locales. Donc, une industrie locale de transformation, ça sera bien aussi pour l'économie. Et je pense qu'avec tout ça, normalement, il y aura assez de manne financière pour que nous puissions développer notre pays le plus vite possible. Papa Christophe Kisolokel, et ça, c'est vraiment votre question. Vous êtes homme d'église. La plupart des dirigeants, à commencer par le chef de l'État jusqu'au dernier, des institutions sont dans les églises. Ils ont des pasteurs, ils ont des imams, ils ont des prêtres, ils ont des clergés. Comment associer l'éthique de l'Église dans la bonne gestion, l'éthique et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo? Bon, là, maintenant, l'enseignement est là. La connaissance, pour les gens qui prient, la connaissance est là. Il y a la Bible, il y a les enseignements qui nous disent que on doit se mettre au service de l'autre. L'amour du prochain, c'est ça. Donc, toute cette somme d'enseignement est là, mais maintenant, il y a la part de l'homme. Si la part de l'homme ne fonctionne pas bien, justement, c'est à ce moment-là que nous serons peut-être dans l'obligation de chercher d'autres personnes, des personnes qui se l'ont dit. L'impunité aussi, ça nous joue des tours. Parce que si on commet des actes répréhensibles et qu'il n'y a aucune punition, le problème c'est qu'on est tenté de reprendre. Parce que c'est facile. Alors, il faut que ça s'arrête, cette culture de venir travailler dans la politique pour s'enrichir. Un en politique doit devenir un sacerdoce. Donc, ça veut dire qu'on y va par croyant parfois et non pas par appât du gain. Donc, c'est cet évangile de la prospérité qu'il faut bannir et passer à l'évangile du travail pour que ce que nous produisons puisse se traduire directement dans le développement de notre pays. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolokel, qui est petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolokel. Nous allons suivre un élément sur le corridor, la vision du chef de l'État, et nous revenons après. Le port en eau profonde de Banana représente pour le président Félix Tshisekedi une quête de souveraineté économique. Il s'agit de s'affranchir de la dépendance aux ports voisins pour le commerce extérieur de la RDC. Je rêve d'un corridor reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana.
Ce vœu du président de la République démocratique du Congo, c'est le corridor de Banana, un investissement d'État qui prend corps grâce à l'Agence congolaise des grands travaux. Ce projet est la colonne vertébrale d'une vision logistique intégrée. Le chef d'État congolais rêve de relier le Grand Katanga, le Bandundu, le Kasaï, jusqu'à Kinshasa, puis Banana, par un réseau ferroviaire et routier modernisé. Pour ce faire, elle finalise sur la route nationale numéro 1 les 850 derniers kilomètres qui rendront carrossable tout son linéaire de 3300 km partant de Sakania à la frontière avec la Zambie dans la province du Haut-Katanga au port de Banana sur la côte atlantique dans la province du Congo central. Elle traverse ainsi plusieurs provinces clés, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Olomami, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Kwilu, le Kwango, la capitale Kinshasa et enfin le Congo central. La construction de ce mégaport, capable d'accueillir les plus grands navires, est un changement de narratif. Il vise à faire de la RDC une puissance maritime sur l'Atlantique, augmentant le PIB et réduisant significativement les coûts du commerce. Avec le corridor de Banana, les opérations liées à l'importation comme à l'exportation se feront dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Il sera ainsi possible d'exporter les produits miniers, ceux agro-pastoraux et ceux issus de nos forêts par la nouvelle porte de sortie que sera le port de Banana. Réduction des coûts logistiques, création d'emplois, stimulation de l'industrialisation et du commerce, amélioration de la compétitivité de la RDC sont autant d'avantages que tirera le pays avec le développement du corridor de Banana. Fin 2027, toute la RN1 sera carrossable de bout en bout et le premier quai du port de Banana sera mis en service pour l'opérationnalisation du corridor de Banana. Au-delà des infrastructures, l'ambition est le développement harmonieux du Congo central. Le corridor de Banana doit générer des dizaines de milliers d'emplois et stimuler les PME pour une croissance locale maîtrisée et durable. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, en connexion avec les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolokele. Papa, nous allons atterrir dans le volet politique. L'Église catholique sollicite un dialogue. L'Église protestante sollicite un dialogue. Vous avez l'opposition incarnée par M. Fayulu. Il sollicite le dialogue. Katumbi sollicite aussi son dialogue. Le PPRD FCC est allié du dialogue Nairobi avec Joseph Kabila sollicite un dialogue. Mais le président Félix Tshisekedi insiste pas de dialogue avec des agendas cachés. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut dialoguer? Et si on doit dialoguer, quels sont les éléments à prendre en compte? C'est le partage du pouvoir, c'est résoudre le problème de la guerre à l'Est, c'est le changement de la Constitution. Quels sont les termes de ces dialogues? Non, je pense que le point principal pour moi serait la paix. La recherche à tout prix de la paix. Comment faire pour que nos frères, nos sœurs, nos mamans qui vivent à l'est de notre pays, dans les Kivu, Maniema et comme ça, comment faire pour que ces gens-là puissent avoir une vie normale, hein, qu'ils dorment, ils se réveillent, normal, ils vont faire leurs activités dans la normalité. Comment faire pour qu'il y ait comment dire, cette vie normale? Moi, je pense que c'est ça la pierre des choses. C'est là où tout doit se concentrer. Parce que le partage de pouvoir, oui, c'est bien, tout le monde va partager le pouvoir, mais quel est le gain pour la population directement? C'est pourquoi moi je pense que cette recherche de la paix doit être primordiale. C'est ça qui doit être l'objectif principal avant toute chose. Pensez-vous que le Sénat congolais, le Parlement congolais sont en train de jouer leur rôle
pour répondre aux préoccupations de la population congolaise. Après la démission de Vital Kamerhe à la tête du Parlement, les députés nationaux doivent élire un nouveau président. Pensez-vous que c'est important? Que sera l'impact d'un tel changement? Est-ce que selon vous, le Parlement et le Sénat congolais travaillent réellement pour le bien-être de la population congolaise? Et avec ces échéances électorales pour un nouveau président au Parlement pour remplacer Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ils sont censés faire leur travail, hein, ils sont censés faire le travail. Si ce n'est pas parfait, ils arrivent pas peut-être à aider parfaitement, mais je pense que il y a des députés, de honorables députés qui se battent pour faire ce travail-là. Donc, moi, je leur accorderai le bénéfice du doute, la chance de pouvoir, qui montrent, qui travaillent, qui nous emmènent des lois. Il y en a qui nous emmènent des lois, qui nous emmènent des articles de surveillance pour surveiller le gouvernement et tout ce qu'il avait, qui nous emmènent ça, qui fassent ça. Peut-être ça va venir après, mais je suis sûr que il y a des gens et des honorables députés qui font bien leur travail et qui essaient de le faire. Beaucoup parlent des priorités. La RDC, il y a beaucoup de priorités. Quelles sont selon vous les priorités pour lesquelles l'État congolais devrait s'atteler? Eh ben, moi, je parle du bien-être, du bien-être des populations. Donc, l'État doit surveiller absolument cette courbe-là, l'inflation. On doit savoir qu'est-ce que nous perdons, parce que le climat social, c'est primordial. Avoir un bon climat social, c'est la clé pour que on puisse développer le pays. C'est pourquoi je dis que c'est important d'abord la population. Le peuple et la population d'abord ressentent comment dire, ce bien-être-là, c'est important. Donc, pour moi, ce qu'on doit surveiller, c'est le climat microéconomique, le climat macroéconomique. On doit surveiller ça de près. La fluctuation de la monnaie doit être accompagnée des mesures, justement, coercitives vis-à-vis de ceux qui commercialisent les articles ici. Qu'est-ce que nous vendons? Il faut que vous aussi soyez soumis à la loi. Quand le dollar baisse, quand le dollar, ou du dollar baisse, il faut aussi que le ministère de l'économie, tous les ministères, toutes les agences affiliées à cette, cette unité-là puissent se mettre ensemble et travailler ensemble avec les banques commerciales. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que le pouvoir d'achat du peuple congolais soit préservé. Donc, pour moi, le climat social, c'est le premier chance. Parce qu'à travers le climat social, on peut créer aussi l'éducation de base. Parce que nous avons aussi un problème avec notre façon de voir les choses. Le Congolais, parfois, il agit d'une manière qui n'est pas raisonnable. Et nous avons justement besoin de cette école-là. On forme les gens à réfléchir différemment. On forme les gens à réfléchir sur le bien commun, sur le partage, sur l'amour de la patrie. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolokele, qui est petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolokele. Quel est le profil pour remplacer Vital Kamerhe à la tête du Parlement? C'est un élément que nous allons suivre et nous revenons après. Après la démission de Vital Kamerhe le 22 septembre 2025, un consensus s'est dégagé au sein de l'Union sacrée autour d'Aimé Boji Sangara. Ancien ministre de l'Industrie et député du Sud Kivu, son profil est perçu comme celui d'un allié loyal et moins clivant, assurant une continuité politique jugée essentielle par la présidence. Selon une certaine opinion, l'effet que sa démission a été acceptée par le président de la République serait considéré comme un signe positif de sa désignation
a remplacé valablement l'autorité morale de l'UNC, le Mwalimu Vital Kamerhe, partenaire indéfectible du président Félix Tshisekedi. Par contre, il y aurait des déçus en croire les causeries dans certains salons. Christophe Bosso, premier vice-président, avait souhaité se porter candidat à ce même poste. Est-ce que cela va retenir ses ardeurs? Pour d'autres, la nomination d'un membre de l'UDPS ne pouvait être que justice, par exemple. Et pour terminer, à quand la désignation d'une seconde femme au perchoir du Parlement congolais? Certains pensaient à un profil féminin, tel celui de Marie-Ange Lukiana Mufwankolo, pour succéder à Janine Mabunda à ce poste prestigieux. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous depuis Kinshasa en connexion avec Dallas aux États-Unis d'Amérique, Papa Christophe Kisolokele, qui est petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolokele. Papa, nous allons parler des questions internationales. La RDC a participé à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Vous, en tant que société civile, comment évaluez-vous la participation de la République démocratique du Congo? Je pense que notre pays est en train de marquer des points sur en ce qui concerne la diplomatie. Le pays est en train de marquer des points, des bons points. Et je pense que cette lancée-là devrait être simplement poursuivie. Et pour le Génocoste, comme on appelle, pour le Génopeste, c'est important que le monde entier sache ce qui se passe. Avant, toutes les informations qui venaient de la RDC étaient occultées. On parlait pas de ça. On parlait pas de ces morts. On parlait pas de toutes ces atrocités qui se passaient. Mais là, aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous avons la possibilité d'avoir une task force, une équipe assez forte pour pouvoir porter haut les revendications de la RDC. Je pense que c'est une bonne voie, il faut continuer, il faut marteler pour emmener les gens à regarder ça comme ça. Peut-être par honte, ils vont sortir de ce déni, parce que c'est un déni. Ils reconnaissent pas ça. Donc, il faut leur sortir de leur zone de confort et qu'ils acceptent que, oui, il y a des choses qui se vont passer sur notre territoire national et ce sont des choses extrêmement graves. Et normalement, ceux qui ont participé à ce genre d'entreprise doivent payer, absolument. Cet accord avec RDC Rwanda à Washington n'est pas comme un obstacle qui empêche maintenant que la situation, la crise à l'est de la RDC soit prise en compte, parce que déjà on sait qu'il y a le grand États-Unis avec le grand Donald Trump qui s'occupe de ces cas. À chaque fois qu'on va porter l'affaire au devant des Nations Unies, par exemple, ou d'autres partenaires internationaux. C'est vrai qu'en partie, le contrat avec l'Amérique va nous aider à sortir de ce problème, de ces problèmes récurrents qui sont sécuritaires, va nous aider à sortir de là. Et en même temps, c'est vrai que ça vient aussi avec les autres. Mais moi, je crois que commençons par signer les contrats et les à côté, ce sont les amendes. On viendra amender ce qui sera pas rentable pour nous. Puis nous allons décider qu'on amende les contrats. Bon, pour l'instant, je dis la paix est très importante. Cette paix-là est nécessaire, cette paix-là est obligatoire pour que le développement puisse suivre. Bon, moi je pense que considérons ça comme un passage. On va utiliser ces accords pour passer à une autre étape. C'est à cette étape-là que nous allons rendre certains points pour redemander maintenant la paix intégrale. Je pense que c'est ça. Est-ce que selon vous, il est important que le président Félix Tshisekedi puisse encore rencontrer le président Paul Kagame pour essayer de trouver une solution à cette crise à l'Est?
tête-à-tête autour d'un autre chef d'État, par exemple, que ce soit Donald Trump ou Emmanuel Macron ou un autre président africain comme João Lourenço? Paul Kagame, il est président d'un pays d'Afrique avec qui on est en conflit. Bon, s'il faut le rencontrer, pourquoi pas? Pour essayer de faire une solution. D'ailleurs, le président, notre chef de l'État, a précisé que lui, il veut dialoguer avec le Rwanda, pas avec les proxys, pas avec les gens qu'on renvoie, les balais et tout. Il veut dialoguer avec le Rwanda. Dialoguer avec le Rwanda, ça veut dire dialoguer avec l'État rwandais. Et le président, c'est Paul Kagame. Donc, s'il faut dialoguer avec lui, discuter avec lui, je pense que c'est pas mauvais, tout en préservant évidemment nos intérêts. Nous terminons cet aspect international avec cette note. Aujourd'hui, la diaspora de chaque pays porte la voix de leur pays d'origine, notamment par les binationaux ou les trinationaux, notamment par ceux qui ont élu domicile à l'étranger hors de leur pays d'origine. Comment sensibiliser la diaspora congolaise à pouvoir être le porte-étendard de ce qui se passe en RDC auprès des décideurs des pays auxquels ils vivent actuellement? Je pense que le problème de notre diaspora, comparativement à d'autres diasporas, les autres diasporas sont fiers de leur pays. Mais généralement, les nôtres, ils sont pas fiers. Et justement, il faut développer des relations, des ateliers. Il faut développer la mise à disposition de cette diaspora-là, de tout notre patrimoine, que ce soit culturel, que ce soit multicolore, mettre ça qui savent, qu'il faut au courant. Organiser des séminaires, il faut enseigner, il faut éduquer cette diaspora. Là, elle deviendra utile et elle pourra apporter une partie de ce cerveau complet. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et fils de Papa Charles Kisolokele. Nous allons suivre un reportage et nous revenons après. Les 30 et 31 octobre 2025, la France et le Togo organisaient à Paris une conférence internationale. Le contexte était celui d'une crise humanitaire persistante et alarmante dans l'est de la RDC, où les besoins de millions de déplacés dépassaient largement les financements existants, malgré les appels de l'ONU. Mais nous savons aussi que, face à l'ampleur du drame, nos propres moyens ne suffisent plus. C'est pourquoi nous sommes ici, pour solliciter une mobilisation exceptionnelle. Je formule aujourd'hui devant vous 3 demandes et 3 offres. Ma première demande concerne l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti. Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour acheminer soins, nourriture, eau, abri et assistance psychologique aux populations prises au piège. À ce titre, je propose l'établissement d'un corridor humanitaire aérien strictement encadré, permettant le transport des médicaments, des denrées essentielles et la rotation du personnel humanitaire, y compris vers les zones actuellement les plus exposées. Ce mécanisme, placé sous la responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises, doit être un résultat concret de cette conférence. Le président Félix Tshisekedi a présenté un ambitieux plan d'urgence de 5 milliards de dollars, soulignant la responsabilité nationale tout en appelant à une mobilisation internationale plus ferme pour la paix et l'aide, exigeant la concrétisation des médiations en cours face à l'urgence. Sans détour, le président congolais a porté des accusations en l'endroit du Rwanda et de son président, leur manque de volonté manifeste. Ma deuxième demande est un plaidoyer pour un financement massif, rapide, traçable. Le plan de réponse humanitaire
des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes en République démocratique du Congo, dans un contexte déjà marqué par la fragilité et les besoins chroniques, avant même la reprise des hostilités. Ce plan demeure sous-financé. Et chaque jour sans financement, ce sont des vies perdues. Je demande donc un engagement financier additionnel, ciblé, prévisible, qui permette de traiter les besoins vitaux, santé d'urgence, sécurité alimentaire, abri pour les déplacés, protection des survivantes de violences sexuelles, accès à l'eau potable. Ce financement ne doit pas être vu comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement pour empêcher l'effondrement humanitaire d'une région stratégique pour la paix du continent. Le président Macron, hôte de l'événement, a lancé un appel vibrant à ne pas être spectateur de la tragédie. Il a mobilisé plus d'1,5 milliard d'euros d'aide internationale avec ses partenaires, visant à financer le plan humanitaire sous-financé. Dans cette même lancée, le président français a sollicité la réouverture de l'aéroport de Goma pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Ma troisième demande touche à l'alignement politique. Je souhaite que chaque partenaire ici présent, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et à appeler clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFCM 23 des zones qui l'occupent et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Ces engagements financiers et diplomatiques sont salués par la société civile et les ONG comme Oxfam. Désormais, l'enjeu crucial est de transformer ces déclarations d'intention en actions concrètes, rapides et traçables sur le terrain pour soutenir les populations congolaises dans leur quête de prospérité. Notons, sans surprise, l'absence du président rwandais Paul Kagame. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et Dallas au Texas aux États-Unis d'Amérique où nous recevons Papa Christophe Kisolokele, le petit-fils de Papa Simon Kimbangu ainsi que fils de Papa Charles Kisolokele. Papa, nous atterrissons, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. L'héritage. Quel est l'héritage que vous avez d'être le fils de Papa Charles Kisolokele et comment cet héritage vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de réaliser? Moi, je pense que l'héritage que nos pères nous ont transmis, c'est d'abord cette révolte sociale. Nous voulons le bien-être, un bien-être pour les populations, que ce soit spirituel, psychologique, économique, social. Nous voulons ce bien-être-là. Alors, on a été formaté par rapport à ça. Et nous pensons que c'est ça l'héritage. C'est cette éducation-là qui constitue la base de notre héritage. C'est le lien le plus précieux qu'on nous a transmis. Le respect de l'autre, le respect de l'être humain. C'est ça qu'on nous a transmis. Et je pense que c'est ça notre confiance. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les exemples sont là. Parce que ce qu'on nous a transmis par nos pères est venu de Papa Simon Kimbangu. Et à travers mon père, nous avons compris la philosophie, ce concept-là. Et aujourd'hui, nous sommes prêts aujourd'hui à porter haut les revendications de la société. Nous sommes prêts à ça justement parce que on a été formés par ça. Je disais, mon père a été arrêté à l'âge de 7 ans. Il a été condamné à la déportation pour avoir témoigné pour son père. Donc, ça veut dire que d'une certaine façon, nous sommes le fruit d'une forme de révolution. Papa Christophe Kisolokele, un grand merci d'avoir participé à ce programme. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Nous savons que votre agenda est chargé. Déjà, il est tard à Kinshasa à ce moment où nous sommes en train de passer le programme.
D'abord, je vous remercie, mon ami, mon frère symphorien. Je vous remercie pour m'avoir fait passer cette émission. Parler de notre pays, parler de ce qui touche le développement, ça m'intéresse au plus haut point. C'était important. Et je profite pour demander une fois de plus au peuple congolais, de soutenir les actions qui mènent vers le développement du bien-être collectif, vers la recherche de la paix et vers tout ce qui peut concourir, emmener à créer un espace de vie qui sera profitable à tous. Je veux que nous prenions ça, nous portons ça à cœur. Nous devons aimer le Congo. On n'a pas de choix. Nous devons aimer notre pays, aimer ce que Dieu nous a donné comme don et nous devons le développer. Bien l'utiliser. Et nous encourageons, nous soutenons le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi par rapport aux efforts consentis pour essayer d'emmener le développement. On voit les projets 145 territoires. Nous voyons toutes les infrastructures qu'on essaie de mettre en place. C'est positif, mais faut encore aller plus loin. On doit désengorger Kinshasa, ramener les populations fermes vers d'autres villes, ramener ceux qui sont dans la ville vers les campagnes, mais il faut qu'il y ait de l'intérêt. Pour cet intérêt, il faut créer des infrastructures partout. Je sais que le pays est très grand, ça se fait pas en claquant des doigts, mais il faut que la manche soit assez puissante pour que le ressenti aille jusque à la personne qui se trouve à Mweneditu, ou à la personne qui se trouve à Likasi, ou qui se trouve à Somololo dans les Congo centrales. Il faut ça, on n'a pas le choix. En passant, pour terminer, je voulais dire, je suis le chef spirituel adjoint des Églises. C'est pas Simon qui va en plein l'année, il est le chef spirituel de l'Église. Un grand merci, Papa Christophe Kisolokene. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vous nous avez suivis depuis Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Vous nous avez suivis à Monkoto. Vous nous avez suivis au centre d'accueil Kimangis. Là, nous voyons Papa Armand Diangenda. Merci de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis au Maroc. Vous nous avez suivis à Alger. Vous nous avez suivis à New York, en France. Vous nous avez suivis au Canada. Vous nous avez suivis en République démocratique du Congo. Merci. Nous étions en connexion avec Kinshasa, où nous avons reçu pour vous Papa Christophe Kisolokele. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.